présente, Pierre-François Lavallée, je suis le directeur de l'IDRIS, qui est le centre qui héberge donc le supercalculateur Jeanzay, qui est la plateforme nationale de la communauté d'intelligence artificielle française. Ah, petit problème de... C'est le premier. Voilà. Donc très rapidement, l'IDRIS est le centre de calcul du CNRS pour le calcul haute performance et l'intelligence artificielle. Donc c'est à la fois un centre qui héberge des matériels, donc ici le supercalculateur, du matériel de stockage, etc. Mais aussi et surtout, c'est un centre d'excellence de support, de conseil et d'expertise, historiquement dans le domaine du HPC et aujourd'hui maintenant dans le domaine de l'IA. Alors à date, l'IDRIS a changé de dimension depuis 2 ans. Aujourd'hui, on héberge 1450 projets scientifiques dont on peut classifier ces projets comme étant 70% de ces projets sont dans le domaine de l'intelligence artificielle, 30% de ces projets sont dans le domaine du HPC. En termes d'utilisateurs, c'est 2700 utilisateurs qui accèdent aux ressources. Et là, la répartition est de l'ordre de 50% pour l'IA, 50% pour le HPC. Passer. Alors, le supercalculateur qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le supercalculateur Jeanzay, premier supercalculateur Tyrin de niveau national, donc convergé au sens où il est utilisable aussi bien pour les usages d'intelligence artificielle que pour les usages de calcul haute performance. Donc aujourd'hui, encore pour quelques semaines, c'est le supercalculateur en production le plus puissant de France, donc 36,85 pétaflops. Donc un pétaflop, c'est 1 million de milliards d'opérations flottantes par seconde. Jeanzay est aussi la première infrastructure plateforme nationale à destination de la communauté de recherche en IA, qui a été annoncée donc, dans le cadre du plan AI for Humanity. Et donc la machine, si on l'a classée aujourd'hui dans le top 500, avec ses dernières extensions, j'ai regardé le classement de juin 2022, on serait dans le top 20 des supercalculateurs les plus puissants du monde. Concrètement, donc c'est quoi? C'est une surface au sol de 320 mètres carrés, c'est 70 tonnes, c'est une consommation électrique de 2,4 mégawatts, un refroidissement par eau chaude, donc l'eau arrive à 32 degrés, ressort à 40 degrés. C'est plus de 3000 GPU de différentes technologies, 2700 GPU V100, 440 GPU A100 dans l'extension qui vient d'être installée, plus de 90 000 cœurs de calcul, 454 téraoctets de mémoire, un réseau d'interconnexion à 8 dimensions. Et puis surtout, ce qui est important pour toutes les communautés d'intelligence artificielle qui utilisent la machine, c'est un système de stockage à 3 niveaux. Donc ici, vous avez les 2 premiers niveaux qui sont indiqués. Le premier niveau, c'est la première fois qu'on avait ce type de technologie dans un centre national. C'est une technologie full flash avec une volumétrie de 2,2 pétas, une bande passante de l'ordre de 500 gigaoctets par seconde. Ensuite, vous avez un deuxième niveau plus capacitif sur des disques rotatifs standards. On monte à 35 pétaoctets pour une bande passante de 150 gigaoctets par seconde. Et on a un troisième niveau pour le stockage plus long terme, sur cassette, et là on peut monter jusqu'à 100 pétaoctets de données. Alors, une des caractéristiques essentielles de Jeanzay, c'est son aspect éco-responsable. Alors pourquoi est-ce que cette machine est si éco-responsable? Il y a 3 facteurs importants qui rentrent dans cette considération. Le premier, c'est tout simplement qu'il utilise massivement les accélérateurs GPU. Or aujourd'hui, les accélérateurs GPU, c'est ce qu'il y a de plus efficace en termes de performance par watt. Le deuxième point, c'est le refroidissement. Donc on est passé d'une technologie à refroidissement à air il y a 12 ans sur les anciennes infrastructures, à eau froide sur la dernière génération d'infrastructures de machines qu'on avait. Et aujourd'hui sur Jeanzay, c'est un refroidissement à eau chaude qui est beaucoup plus efficace. Et enfin, le troisième point, c'est que la chaleur qui est générée par le supercalculateur, elle est réutilisée pour chauffer non seulement le bâtiment de l'IDRIS, le bâtiment qui est à côté du LISON, mais dans quelques semaines, on sera interconnecté au réseau de chaleur fatale du plateau de Saclay, qui nous permettra de chauffer l'intégralité des bâtiments du plateau avec une récupération de chaleur de l'ordre de 4000 mégawattheures par an, ce qui correspond, d'après les calculs de l'EPAPS, à peu près la consommation de chauffage de 1000
maisons, logements neufs. Alors, le supercalculateur Janzet, vous avez ici la consommation en rouge. Hein, vous avez la consommation de la machine, donc c'est le gros rectangle rouge que vous avez. Et puis après, vous avez un deuxième rectangle rouge qui correspond à l'énergie nécessaire pour refroidir la machine. Et ça vous permet de calculer ce qu'on appelle le PUE, donc l'efficacité du supercalculateur. Donc grosso modo, il faut rajouter 21% à l'énergie pour faire fonctionner la machine pour la refroidir. Mais si, donc ça nous donne un PUE de 1,21 qui est déjà extrêmement bon. Maintenant, si on prend en compte la récupération de chaleur, si on fait un bilan des énergies qu'on injecte dans le système et qu'on récupère, alors on n'a pas le droit de calculer un PUE comme ça, mais c'est la partie en vert que vous voyez, c'est la partie de récupération de chaleur. Et bien, si on calculait le PUE en prenant en compte la récupération de chaleur, on descendrait à un PUE de 0,65. Donc ce qu'il faut retenir, c'est lorsque vous faites une simulation, un calcul sur le supercalculateur Janzet, que ce soit un calcul HPC ou un apprentissage, l'empreinte carbone que vous allez générer va être une empreinte carbone qui va être limitée. Alors ça, c'est les différentes évolutions. Hein. Janzet, initialement, lorsqu'elle a été installée, on avait 14 pétaflops de puissance. Hein, et puis vous voyez la dernière installation qu'on vient de faire en début d'année, hein, on monte à 36,8 pétaflops. Et en bleu et orange, vous avez les répartitions entre normalement la partie qui est dédiée de la machine, qui est dédiée au HPC, et la partie de la machine qui est dédiée à l'intelligence artificielle, sachant qu'en fait, la frontière entre les deux est flexible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 32 mois? C'est intéressant, hein. Je vous ai fait l'état des lieux avant l'arrivée de Janzet et après l'arrivée de Janzet. Donc, avant l'arrivée de Janzet, on avait une architecture, je dirais, classique hein, pour un grand centre national, qu'une architecture homogène, massivement parallèle, avec des CPU. Aujourd'hui, avec Janzet, on est sur une architecture qui est hybride, massivement accélérée, à base de GPU. On est passé d'un système de refroidissement à eau froide, avec un système de refroidissement direct à cœur à eau chaude. Au niveau des caractéristiques techniques, on a multiplié par 31 la puissance de calcul. Donc on est passé de 1,2 pétaflop à 36,8 pétaflops avec Janzet. Au niveau de les capacités de stockage, on a fait un x17. Au niveau de la capacité de mémoire, donc la mémoire ça coûte cher, hein, c'est quelque chose qui est relativement important pour les utilisateurs mais qui coûte cher. On est passé de 106 Tera à 457 Tera, soit un x4. Au niveau de la consommation électrique, là de nouveau un x4, on est passé de 600 kW à 2400 kW en mode lean pack. Et au niveau de l'efficacité énergétique, donc quelque chose qui est important hein, pour les utilisateurs, on est passé d'une efficacité énergétique de 2 teraflops par watt à plus de 15 teraflops par watt sur le supercalculateur Janzet, soit 1 x 8. Donc ça, c'était les caractéristiques techniques au niveau de la machine. Maintenant, on va voir au niveau des utilisateurs. Donc le nombre d'utilisateurs HPC, il a peu évolué avec l'arrivée de Janzet. On est passé de 1200 utilisateurs HPC à 1350, une petite augmentation. Par contre, au niveau des utilisateurs de l'IA, initialement, avant Janzet, nous n'avions aucun utilisateur de l'IA dans les centres nationaux. On avait 0 utilisateur. Et donc, en 32 mois, on est passé de 0 utilisateur à 1350 utilisateurs dans le domaine de l'IA. Ça fait un nombre total d'utilisateurs qui a été multiplié par 2,2 en 32 mois. Au niveau du nombre de projets, pareil, les nombres de projets HPC, ils ont peu bougé, ils étaient de l'ordre de 400, hein, on est passé de 410 à 435. Au niveau du nombre de projets IA, on est passé de 0 projet IA à plus de 1000 projets IA en 32 mois. Ce qui fait un nombre total de projets pour l'IDRIS qui a été multiplié par 2,8 en 32 mois. Au niveau des accès, initialement, on n'avait que ce qu'on appelait les accès réguliers, donc je vais redétailler juste après. Aujourd'hui, on a deux types d'accès qui sont les accès réguliers et les accès dynamiques qui sont beaucoup plus flexibles. Alors maintenant, on va voir les accompagnements de ces utilisateurs. Donc le nombre de tickets, sachez que chaque utilisateur qui travaille sur la machine a la possibilité de faire remonter un problème au niveau des équipes support du centre. Donc avant l'arrivée de Janzet, on avait de l'ordre de 850 tickets par an pour les problèmes utilisateurs. Avec l'arrivée de Janzet, ce nombre de tickets a explosé. On passe aujourd'hui à 2500 tickets par an, soit une augmentation quasiment d'un facteur 3. Au niveau des effectifs de support, on avait une seule équipe de support utilisateur jusqu'à présent, qui était uniquement avec des expertises dans le domaine du HPC.
elle faisait 15 personnes. On est passé après Jean Zay à une équipe qui fait 12 personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont migré de l'équipe HPC à l'équipe de support utilisateur IA. Donc on a créé, avec l'arrivée de Jean Zay, une nouvelle équipe de support IA qui consiste aujourd'hui en 13 ingénieurs, dont une grande partie de l'équipe, on a 9 CDD, qui nous ont permis d'avoir constitué cette nouvelle équipe de support aux utilisateurs. Au niveau des formations, donc on donne beaucoup de formations à l'IDRIS. Initialement, on avait 9 formations à notre catalogue dans le domaine du HPC. On a augmenté légèrement le nombre de formations avec l'arrivée de Jean Zay, en particulier pour tout ce qui concerne les accélérateurs GPU. Au niveau de formation IA, on a été particulièrement efficace, puisqu'on a mis en place en moins de 2 ans, 4 nouvelles formations dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, au niveau des ressources, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris sur 1 an tous les projets, j'ai analysé tous les projets qui s'exécutent sur la machine. Et donc, j'ai fait une analyse comme ça, statistique, d'un certain nombre d'informations intéressantes. Et donc, la première information, c'est qui peut bénéficier des ressources de calcul de Jean Zay, sur Jean Zay. En fait, voilà, tous les ingénieurs ou chercheurs qui travaillent dans le domaine de la recherche académique ou privée peuvent en bénéficier. Donc on retrouve forcément les grandes agences de recherche publique que sont le CNRS, le CEA, l'INRIA, les universités, mais aussi donc les industriels, sous une condition. La condition, c'est de faire de la recherche ouverte. Alors ce qu'on appelle recherche ouverte, c'est publication des résultats. Donc vous avez sur le graphique du dessous la répartition des différents des structures de rattachement des projets qui ont des heures sur le supercalculateur. Donc vous voyez, on voit apparaître une grande partie, plus de 50% des ressources concernent les unités mixtes. L'INRIA, je crois, de l'ordre de 15-16%. Les industriels, c'est pas négligeable, on se rapproche des 8%, alors qu'avant Jean Zay, ils étaient quasiment à 0. Donc ça, on va passer, c'est comment ça s'appelle? C'est le portail qui vous permet de faire les demandes. Donc, lorsque vous faites une demande de ressources sur un supercalculateur national, que ce soit à l'IDRIS ou aux 2 autres centres nationaux, il faut savoir que vous avez 2 types d'accès qui aujourd'hui sont ouverts. Un type qui correspond à des petites demandes. Alors, petite demande, c'est entre guillemets, c'est inférieur à 500 kHz cœur CPU et 50 kHz GPU. Donc, ces appels, ce sont ce qu'on appelle les accès dynamiques. C'est ouvert tout au long de l'année et les ressources sont valables pendant 1 an. Si vous faites une demande de ressources qui est supérieure à cette limite, vous passez dans un second type d'accès qui s'appelle les accès réguliers. Et là, vous avez 2 sessions annuelles d'évaluation avec des démarrages des projets qui sont en mai et en novembre, toujours pour une durée d'1 an. Donc, initialement, avant Jean Zay, les accès dynamiques n'existaient pas. On n'avait que les accès réguliers. En 32 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez le camembert qui est juste en dessous. La répartition actuelle des projets, eh bien, vous avez plus de 3/4 des projets qui sont des accès dynamiques et 1/4 des projets qui correspondent à des accès réguliers. Donc, c'est vraiment des changements significatifs au niveau de nos utilisateurs du centre. Alors, maintenant, je vous ai fait des statistiques au niveau de la répartition par comité thématique. Il faut savoir que le comité thématique dont dépend l'intelligence artificielle, c'est le CT10. Donc c'est le comité thématique 10, intelligence artificielle et applications transverses du calcul. Donc vous avez à gauche la répartition des projets AD. Donc les projets AD, c'est les petits projets. Vous voyez qu'il y a 90% des projets qui sont du CT10. Donc l'intelligence artificielle cannibalise complètement les projets d'accès dynamique. Si on regarde maintenant les gros projets, les projets AR, on voit qu'on a une répartition plus standard pour un centre national, avec une répartition plus ou moins bien répartie entre les différents comités thématiques. Mais on voit en particulier que l'intelligence artificielle ne représente que 5% des ressources sur les gros projets AR. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Initialement, on n'avait pas d'accès dynamique, et donc on avait la répartition que vous voyez là sur votre droite.
et donc des changements significatifs au niveau de ce nouveau type de projet qui a eu un succès. Donc les AD aujourd'hui ne sont plus réservés à la communauté d'intelligence artificielle, mais ont été étendus à l'ensemble des comités thématiques. Maintenant, on va regarder la répartition en fonction des allocations. Sur la machine Jean Zay, vous avez deux types de partitions, en simplifiant. Vous avez une partition avec des processeurs standards, des CPU, et une partition avec des GPU. Et donc, on va regarder comment se répartissent les utilisateurs en fonction des deux types de partitions. Donc, à gauche, vous avez la répartition CPU, qui est encore une fois une répartition très classique, hein, pour un centre national généraliste, où vous avez quasiment l'ensemble des comités thématiques qui sont représentés, avec parfois voilà, des comités thématiques qui sont un petit peu plus importants les uns que les autres, mais globalement, il y a une répartition qui est relativement équitable des ressources. Maintenant, quand on regarde la répartition des heures GPU, alors il faut savoir que les heures GPU, hein, ça correspond à la partition GPU, c'est plus de 86% de la puissance de la machine. Donc c'est vraiment la partie la plus importante, hein, en termes de performance. Eh bien, lorsqu'on analyse l'utilisation des heures GPU, on se rend compte qu'encore une fois, c'est le CT10 qui utilise la grande majorité des ressources. Et que les autres CT, mis à part un ou deux CT, alors d'ici j'arrive pas à lire les chiffres, mais mis à part le CT7 par exemple, mais les autres CT utilisent très très peu de ressources. Donc encore une fois, on voit bien une différence énorme entre la partie de la machine qui est généraliste et puis la partie de la machine qui est hybride accélérée, où là on a une présence très importante, hein, de la communauté d'intelligence artificielle. Alors, au niveau des utilisateurs des demandes, j'ai analysé toutes les demandes et j'ai analysé pour les projets du CT10 quels étaient les domaines scientifiques. Alors là, je vais me retourner parce que je vois pas sur mon écran. Et donc, quels étaient les domaines scientifiques qui étaient le plus utilisés par la communauté d'intelligence artificielle. Et on se rend compte qu'il y a trois domaines qui ressortent, hein. Tout ce qui est life science, le domaine de la santé, et puis le domaine du computer science. C'est les trois domaines scientifiques qui sont les plus représentés. Donc vous avez ici le tableau avec l'ensemble de la répartition suivant les domaines scientifiques. Donc voilà, suivant votre domaine, vous pourrez vous voir est-ce que vous êtes représenté de façon importante ou pas sur la machine Jean Zay. Alors maintenant, on a la possibilité aussi de regarder quels sont les jeux de données qui sont utilisés sur le supercalculateur Jean Zay. Et donc là encore, j'ai fait l'exercice de regarder quels sont les jeux de données qui étaient utilisés. Et on voit là encore des trois domaines qui sont ultra représentés, hein. Donc les jeux de données qui sont le plus utilisés, c'est dans le domaine de l'image, la vision, la vidéo. 45% des projets utilisent ce type de jeux de données. Ensuite, on a tout ce qui est NLP, 18%, sachant qu'on peut rajouter au NLP tout ce qui est audio-speech, 11%. Donc là aussi, ça fait un très très gros volume d'utilisateurs qui travaillent sur ce type de données. Et puis on a pas mal d'utilisateurs qui travaillent aussi sur les données 3D. Donc encore une fois, vous avez l'intégralité des résultats qui sont disponibles sur le tableau qui est juste à côté. Troisième statistique, ça concerne maintenant la répartition par méthodologie. Donc méthodologie, hein, il y a une liste, hein, qui est, lorsque vous déposez un projet, vous pouvez cocher un certain nombre de cases en disant, moi je veux utiliser tel type de méthodologie pour l'IA. Et donc on voit que là encore, trois domaines ressortent particulièrement, hein, tout ce qui est supervised learning, unsupervised learning, et puis les transformers aussi qui sont de plus en plus utilisés sur la machine. Mais là, on voit qu'il y a une répartition, hein, mis à part ces trois gros domaines de méthodologie, on voit qu'il y a une répartition qui est relativement équitable entre les différents domaines. Alors ici, je vous ai tracé la courbe d'évolution du nombre d'utilisateurs et du nombre de projets sur le supercalculateur depuis 32 mois. Et on se rend compte, hein, que c'est une augmentation régulière, hein, du nombre de projets et du nombre d'utilisateurs. Faut savoir qu'on a attendu 15 mois avant d'avoir nos 500 premiers utilisateurs.
Les 500 suivants, on a attendu 11 mois. Et les 500 qui suivent, eh bien, je pense que d'ici fin juin, on va les attendre. Donc, on aura mis 7 mois supplémentaires donc pour obtenir plus de 1500 utilisateurs sur la plateforme. Alors, il faut savoir que c'est un gros succès. Hein. Initialement, on comptait 100, 200. On se disait, voilà, si on arrive à avoir 200 personnes sur la machine, ce serait déjà un vrai succès. Aujourd'hui, on est à 1500 utilisateurs. On est à plus de 20 millions d'heures de calcul distribuées, d'heures GPU distribuées pour la communauté d'intelligence artificielle. Au niveau des ressources, alors est-ce que ces heures sont bien utilisées? Oui, ces heures sont bien utilisées. Vous avez en rouge la partie qui délimite les ressources qui sont dédiées à l'intelligence artificielle et les ressources qui sont dédiées au HPC. Et chaque point bleu représente une journée de travail. Si le point il est au-dessus de la ligne, ça veut dire que la communauté d'intelligence artificielle a utilisé pendant cette journée plus de ressources que ce qui lui est dédié. S'il est en dessous, c'est qu'il en a utilisé moins. Vous voyez que durant la première année, quasiment tout le temps, on était en dessous de cette limite. Donc la communauté de ressources d'intelligence artificielle utilisait moins de ressources que ce qui lui était dédié. Depuis janvier 2021, hein, on voit que ça s'est complètement, ce schéma a complètement changé. Et aujourd'hui, hein, je dirais ce qui est classique, c'est que l'intelligence artificielle utilise entre 2 et 3 fois plus de ressources que ce qui lui est dédié. Donc on voit bien un vrai raz-de-marée sur l'utilisation des ressources. Alors en bas, vous avez les statistiques qui sont moyennées sur le mois, hein, et vous voyez qu'en fait, l'extension qu'on vient d'installer à l'IDRIS en janvier dernier de 8 pétaflops en technologie A100 va juste permettre de faire en sorte que la surpression qui est entre un facteur 2 et un facteur 2,5 va simplement descendre à un facteur 1, on va être à 100% d'utilisation des ressources. On va juste repartir, pas de zéro, hein, mais juste avec une utilisation standard de 100% des ressources. Donc, bien sûr, ça ne va pas durer très longtemps comme ça. Alors au niveau des piles logicielles qui sont disponibles sur la machine, hein, je vais faire très rapidement. Hein, donc lorsque vous arrivez sur la machine, vous avez tout un environnement qui est déjà défini, disponible, hein, optimisé, avec l'ensemble des piles logicielles, hein, en particulier pour l'IA. Donc avec la commande module, hein, vous avez à votre disposition plus de 650 logiciels qui sont disponibles directement sur Janzai. Pour l'IA, je vous ai mis les principales piles logicielles, hein, PyTorch, TensorFlow, Python, Scikit-learn. Vous avez des outils de visualisation, des outils de profilage, de distribution multinœuds. Vous avez des accès sécurité avec du Jupyter Notebook, du Jupyter Lab, du Jupyter Hub. Si vous utilisez des Docker, cette fonctionnalité est disponible sur la machine. Alors, pour terminer, 2 exemples hein, assez significatifs hein, de l'utilisation de Janzai. Hein. C'est 2 premières mondiales. Hein. Le premier, c'est le projet Big Science, hein, qui se veut être le CERN du NLP avec une collaboration voilà, internationale, 60 pays, 250 institutions. La France est bien représentée hein, dans ce projet. Je vous ai mis les acteurs académiques et aussi les acteurs industriels qui participent à la collaboration. Il faut savoir que le projet Big Science, c'est le plus gros projet d'IA sur Janzai. C'est 5 millions d'heures. Et ils entraînent donc un modèle de traitement automatique de la langue qui a plusieurs caractéristiques, hein, qui est de grande taille, qui sera ouvert, souverain, multilangue, débiaisé. Voilà, plein de groupes de travail. Vous avez les caractéristiques du modèle. Hein, c'est un équivalent de GPT-3, plus de 176 milliards de paramètres, 1,5 terabytes de données d'apprentissage. Et il faut savoir que depuis le 11 mars dernier, ils ont accès en dédié à l'intégralité de l'extension de Janzai, donc les 8 pétaflops. Et je vous ai mis les résultats. Hein, ils sont sur le point de finaliser l'entraînement final. Hein, d'ici fin juin, normalement, il devrait être terminé. Deuxième exemple, complètement à l'opposé hein, au niveau du spectre. Hein, là, c'était le plus gros projet d'intelligence artificielle qu'on avait sur Janzai. Ici, c'est une start-up hein, qui s'appelle NukeAI, qui a utilisé des ressources relativement limitées. Hein, c'est inférieur à un accès dynamique, hein, c'est 30 kHz GPU, et qui a
entraîner une intelligence artificielle pour jouer au bridge. Alors, comme le disait Bill Gates, hein, jusqu'à présent, le bridge, c'était un des derniers jeux qui résistait encore à l'intelligence artificielle, hein, pour lequel l'humain était encore supérieur. Eh bien, la start-up a organisé une confrontation, hein, pendant un week-end, hein, et ils ont fait venir 8 champions du monde de bridge, et ils les ont confrontés avec leur intelligence artificielle. Et à la fin de la confrontation, eh bien, en fait, c'est Nook, hein, c'est l'intelligence artificielle entraînée sur Jean Zay, qui a finalement remporté le challenge. Et donc, pour la première fois, une intelligence artificielle était supérieure à l'homme dans le domaine du bridge, même si c'était une version simplifiée du bridge. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, je suis disponible. Il nous reste 5 bonnes minutes pour des questions. Non, les jobs ils restent sur du GPU, hein, parce que c'est 85% de la puissance et ils ne peuvent pas passer comme ça du CPU au GPU. Et de toute façon, la partition CPU, elle est encore plus chargée que ça. Non, c'est juste que ce qui se passe, c'est s'il y a des cycles qui sont disponibles sur la partition HPC, alors on gère la machine de façon à ce que des codes d'IA puissent en bénéficier. Donc de façon transparente, pour l'utilisateur, ça ne change rien, il ne le voit même pas, mais il va juste passer sur une autre partie de la machine qui normalement est réservée pour le HPC, mais qui n'est pas utilisée. Mais ça se fait de façon complètement transparente. C'est juste avec des jeux de priorité. Autre question? Qui lève la main là, non? Ah, j'ai la lumière, pardon, je ne vois pas. C'est une erreur. Écoutez, on va enchaîner sur la suite. Merci.